l'engagement, notamment lors du précédent mandat, de parvenir à la fin du mandat à 140 caméras de vidéoprotection. 140. Bien, nous en sommes, au jour où je vous parle, à 162. Il faut que vous sachiez aussi, parce que je vois des candidats qui essaient de me rejoindre sur notamment la protection et la vidéoprotection, il faut que vous sachiez que nous avions dans notre opposition au conseil municipal le Parti socialiste et le Parti communiste et qu'ils se sont opposés depuis le début à l'installation de caméras de vidéoprotection. Alors, quand on voit le candidat aujourd'hui qui explique qu'il a été converti, il a dans son conseil et il a à l'heure actuelle dans sa liste ceux qui s'y sont opposés. Donc je serai que vous saurez faire litière de ces fausses promesses. Alors, ce programme de caméras de vidéoprotection, on va l'étendre pendant la durée du mandat pour arriver à 300. Pourquoi arriver à 300? Parce que ça nous est demandé partout. J'étais hier notamment au Haut-Vernay. Tout le monde me demande des caméras de vidéoprotection parce que tout le monde sait qu'il y a une efficacité très forte. Alors, pas uniquement en matière de sécurité. La caméra de vidéoprotection, ce n'est pas uniquement en matière de sécurité. Ça permet notamment d'identifier des feux qui sont pris. C'est comme ça, avec les caméras de vidéoprotection, qu'on a pu éviter notamment des personnes qui se trouvaient en difficulté dans un immeuble en feu devant la mairie il y a 5 ans. C'est par exemple grâce aux caméras de vidéoprotection qu'on a pu identifier des fumées s'échappant d'une salle attenante à un centre social et qu'on a pu faire intervenir les pompiers. Donc c'est un élément que j'appelle de tranquillité publique et c'est un élément de sécurité parce que grâce aux images, la police nationale et la gendarmerie peuvent intervenir rapidement sur appel de nos services et derrière les caméras de vidéoprotection, il y a des personnes qui regardent les écrans et qui sont là 24 heures sur 24. C'est-à-dire que dès qu'ils voient que quelque chose peut mal se passer, ils appellent les brigades anticriminalité ou la brigade que nous avons créée et qui s'appelle l'unité mobile d'intervention rapide, qui est composée de 18 personnes de policiers très très bien formés et qui interviennent très très rapidement. Et à côté de ce système de caméras de vidéoprotection, de cette installation notamment de vidéo, il y a aussi ce que j'ai souhaité faire, c'est-à-dire mettre en place dans chaque quartier ce que j'appelle des policiers qui font pilotage. C'est-à-dire qu'au Moulin à Vent, vous avez notamment à la mairie de quartier 7 policiers qui sont là en permanence, ce sont les mêmes, et qui peuvent aller au contact de la population, qui peuvent directement intervenir, discuter, etc. Donc aujourd'hui, l'équilibre de la police municipale est absolument nécessaire parce que les problèmes se rencontrent au niveau de la police nationale et compte tenu de la faiblesse de leurs effectifs qui sont supérieurs à ceux de la police municipale et à la difficulté de les employer, ils sont moins mobiles que nous et donc cette sécurité on vous la doit et on va l'augmenter. Alors, une fois dit ça, Perpignan est une ville extrêmement calme par rapport à d'autres villes. Pour vous donner un exemple, Marseille, à l'heure actuelle, il y a 5 postes de commissaires qui ne trouvent pas preneur depuis 3 ans. Parce que plus personne ne veut aller à Marseille. Toulouse rencontre des difficultés, il y a des règlements de compte, etc. Nous, Perpignan, les problèmes d'insécurité, il n'y en a pas. Il y a des problèmes d'incivilité. Sauf que ce que j'appelle l'incivilité plus, c'est aussi un élément qui pose problème, notamment à tous nos concitoyens qui veulent être tranquilles. C'est les rodéos, c'est le bruit la nuit, c'est les regroupements devant les portes d'immeubles, etc. Ça, c'est quelque chose qui est très particulier parce qu'il n'y a pas une réponse pénale, mais ça énerve les gens. Et c'est pour ça que j'ai trouvé utile de mettre en place un système de médiateurs, il y en a quelques-uns qui sont là aujourd'hui, d'ailleurs, et que je remercie, qui sont là pour justement discuter avec les auteurs de incivilités plus. Ça fonctionne déjà très très bien dans plusieurs quartiers. Alors, bien sûr, il faut une formation, il faut des gens qui aient les épaules solides, parce qu'ils ne sont pas policiers, ils doivent discuter, convaincre, mais on s'aperçoit que
ce service qu'on est en train de mettre en place fonctionne. Et donc, ces médiateurs sont des médiateurs qui travaillent aussi en fin de journée, et c'est un élément aussi de tranquillité publique. Voilà les deux premiers points que je voulais aborder avec vous. Puis après, il y a l'objet essentiel du programme. L'objet essentiel du programme, c'est une réflexion avec toute l'équipe sur ce que l'on peut faire pour Perpignan. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Perpignan? Parce qu'en définitive, une équipe municipale doit porter un projet pour améliorer la vie des citoyens. Et ce projet, aujourd'hui, c'est un projet qui tourne autour de constats, et d'un constat notamment qu'aujourd'hui, notre ville se retrouve avec le TGV à environ 1 heure de Barcelone qui est une ville-monde. Et alors, à partir de là, comment on peut, à travers cette proximité, comment on peut faire venir le plus de gens possible à Perpignan tout au long de l'année. Et ma réflexion sur ce sujet a été de dire, Perpignan était un lieu de passage, il faut que ça devienne une destination. Parce qu'aujourd'hui, on va à Prague parce qu'on sait pourquoi, on va à Bilbao parce qu'on sait pourquoi, on va à Venise parce qu'on sait pourquoi. Et donc, il faut être capable d'identifier aujourd'hui Perpignan comme étant une destination en Europe. Et cette destination en Europe, ce n'est pas uniquement la plage, c'est aussi qu'est-ce qu'on peut créer à Perpignan. Et on a la chance à Perpignan d'avoir un patrimoine historique exceptionnel et remarquable, que d'ailleurs peu de gens connaissent. Alors peu de gens les connaissent parce que il y avait un problème d'identification de ces bâtiments. Et là, on a commencé il y a maintenant 6 mois d'identifier tous les bâtiments, c'est-à-dire que quand vous êtes devant le couvent des Minimes, vous avez une description de ce que c'est. Quand vous êtes devant la loge de mer, vous avez une description de ce que c'est. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Sauf que ça ne suffit pas, parce qu'il faut une unité notamment il faut une unité sur ces bâtiments, de manière à ce qu'on ait un véritable programme. C'est-à-dire, vous venez passer 4 jours à Perpignan, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Et là, à partir de là, nous sommes en train de discuter, notamment pour acheter l'évêché qui se trouve en plein cœur de ce patrimoine historique, et la caserne Mangin, qui est en fait l'ancien couvent des Dominicains. De manière à avoir, à côté de la cathédrale Saint-Jean, une entrée magnifique sur ce patrimoine et pouvoir visiter l'ensemble du patrimoine en passant par le Campo Santo et par tous les bâtiments historiques. Ça, c'est un élément très très fort qui, à mon point de vue, peut servir de base à une destination nouvelle. Ces bâtiments, il faut quand même les animer. Le deuxième axe du projet que l'on va porter, c'est de faire de Perpignan un cœur de ville, et dans ce cœur de ville, y rassembler notamment des raisons culturelles pour y venir. À côté de ce patrimoine, nous avons aussi le projet de ce que vous connaissez aujourd'hui comme étant le musée Rigaud, qui va être en fait complètement restructuré et qui va regrouper à la fois l'hôtel de Mailly et l'hôtel de Laserne pour faire le Grand Rigaud, avec notamment un pôle muséal important sur la rue Mailly, en plein cœur de ville. Avec à côté ce que vous connaissez déjà, qui est le Centre d'art contemporain, dont on a fait les 2 premiers étages. On va aller faire le rez-de-chaussée maintenant, on va l'illuminer la nuit, c'est un élément aussi de sécurité, et il y aura bientôt d'ailleurs une exposition Walter Benjamin. Donc toute une réflexion pour renforcer le cœur de ville et son attractivité. Parallèlement à ça, juste à côté du Centre d'art contemporain qui se trouve sur la place du Pont d'Investi, j'ai proposé à l'Université de Perpignan d'installer sur la dalle Arago, je propose donc à l'université de construire les locaux pour que les étudiants puissent venir, de manière à animer aussi cet endroit, étant entendu que le palais de justice qui doit s'étendre, va s'étendre sur le palais consulaire. À partir de là, cette proximité, cette réactivité, cette volonté de vivre ensemble, cette volonté de travailler ensemble, c'est un élément très très fort que je veux développer. Après, on va continuer avec le classique, c'est-à-dire la mise en œuvre, bien sûr,
de tous les équipements dont vous avez besoin, dont vos enfants ont besoin ou dont vos petits-enfants ont besoin. Je prends l'exemple qui est proche d'ici, c'est celui du parc des sports, qui est en pleine restructuration. Bien, c'est là où on voit comment on est capable d'être notamment très pratique. Il y avait deux solutions pour le parc des sports. Il y avait un devis de 21 millions et il fallait 5 ans ou 10 ans pour le faire. Puis il y avait un autre devis, une autre réflexion pour petit à petit reconstruire tous les éléments du parc des sports et faire en sorte qu'il soit accessible, que les défauts qu'il y avait, parce qu'il était ancien, soient modifiés, qu'on puisse notamment y trouver les espaces nécessaires à toutes les activités. Et voilà le sens de ce qu'on veut faire pour développer les activités dans tous les quartiers. De la même manière, on a mis en place notamment l'équipement dans tous les quartiers. On fait des stades de foot ou de rugby dans tous les quartiers. On a fait celui de Clodion, on fait celui de Vernay-Salan. On va continuer à en faire notamment du côté de la clinique Saint-Pierre. Donc une recherche d'être en totalité, en proximité, à la fois dans les services, à la fois dans la mairie de quartier, à la fois dans les équipements culturels et à la fois dans les équipements sportifs. Dans les projets aussi de structuration de la ville, nous allons compléter notamment l'ensemble des parkings du centre-ville par 3 parkings. Un premier parking qui va être créé sous la place Cassagne, de manière à pouvoir, à partir de la place Cassagne, pouvoir descendre sur le centre-ville par la rue Rabelais et voir tous les bâtiments dont on a parlé. Un autre parking qui va se retrouver en extension du parking actuel qui se trouve devant la FNAC. Et enfin, je suis en train de regarder comment je peux récupérer le parking qui se trouve à côté du théâtre L'Archipel pour en faire un parking complet. On sera, comme l'a dit le président de Vinci récemment, c'est la seule ville de France où il y aura autant de parkings. Mais ça aussi, ça contribue à l'attractivité. Voilà un peu les éléments que je voulais développer, puis on aura l'occasion dans les documents qu'on va vous faire passer sur l'ensemble de notre programme, sur ce que l'on veut mener. Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que tout cela, ça dépend de vous. Tout cela, ça dépend de vous, parce que bien sûr, les campagnes électorales, c'est les lieux où le coefficient de mensonge était tellement important que quand je vois les programmations et les propositions, je me dis, mais comment ils vont faire ? Il y en a un qui prétend faire un tramway. Je vais vous dire, un tramway, ça coûte 30 millions d'euros le kilomètre. Bon, voilà, donc vous avez compris, 30 millions d'euros le kilomètre. Donc s'il fait 1 kilomètre encore, ça va, mais on ne sait pas ce que ça va faire avec 1 kilomètre. Mais s'il en fait 10 ou ce qu'il en fait 10, ça fait 300 millions d'euros. Ça veut dire qu'on vous augmente les impôts de 2000% pendant 40 ans. On s'en va tous, hein, parce que même les enfants, ils ne pourront pas hériter parce que ça leur coûtera trop cher. Bon. Après, on a un autre monsieur qui, lui, il ne sait pas où il habite exactement, c'est pas grave, parce que quand il y a un problème sur un immeuble, il confond les rues à Perpignan. Mais c'est vrai qu'il n'a jamais mis les pieds à Perpignan, puisqu'il les a passés à Cabestany, et notamment à la caisse d'allocation familiale, où personne encore ne se souvient de sa fulgurante activité. Et puis, il y en a un autre, vous connaissez tous, c'est M. Yaka. Et M. Yaka, il a oublié quelque chose. C'est qu'il est tombé face à un maire qui a un peu d'histoire, qui regarde un peu. Alors le monsieur Yaka, là, du Front National, lui, c'est pas difficile. Mais je vais vous citer quelques chiffres, parce que j'ai comparé, je me suis dit quand même, ils font des propositions intéressantes, là. Et je me suis dit, tiens, ils ont géré une ville qui s'appelait Toulon, l'équivalent de Perpignan. Bon, mais comment ça s'est passé à Toulon, quand ils ont été élus à Toulon ? Ah ben, je vais vous dire comment ça s'est passé. Ça a été pas mal d'ailleurs. L'insécurité a augmenté de 16%. Les subventions aux associations ont été supprimées. Et alors le mieux, c'est parce qu'il lave plus blanc, soi-disant. Ah, c'est pas mal Toulon, hein. Je vous invite à regarder d'ailleurs. Alors le maire, lui, Monsieur Le Chevalier, membre du Front National, il a été condamné 3 fois. 3 fois. Pour prise illégale d'intérêt, détournement de fonds, etc. C'est pas grave parce qu'il avait mis aussi dans son conseil municipal sa femme, Sandrine Le Chevalier. Elle a détourné que 15 millions. Bon, c'était des francs, hein, mais ça fait 3 millions d'euros à peu près. Elle a été condamnée aussi. Et c'est ces gens-là qui vont me donner des leçons à moi
ici, à vous. Alors, je peux continuer parce que sur l'équipe, en fait, qu'ils avaient, en fait, il y en a eu 8 qui ont été condamnés. C'est quand même pas mal. 8 qui ont été condamnés. Certes, moi je peux comprendre que la société soit inquiète, parce qu'on a un taux de chômage important, parce qu'il y a 5 millions de personnes qui sont dans la difficulté, qui cherchent un emploi. Donc je crois que cette société-là, il faut être capable, au contraire, de lui dire la vérité. Et qu'est-ce qu'on doit lui dire? On ne doit pas lui dire, écoutez, demain avec nous on va raser gratis. On va lui dire, comme je vous le dis vous, demain il faut faire des efforts. C'est ça que je vais dire. Parce que la vérité, elle est là. Parce que si on croit qu'avec ce système-là, on va stopper le déclin, on se trompe. Et moi, ce système, je ne le veux pas à Perpignan. Moi, à Perpignan, je veux dire la vérité. Je veux dire qu'il faut faire des efforts, mais que ce n'est pas dramatique non plus de faire des efforts. Hein? Excusez-moi, quand on voit qu'on est obligé, avec 35 000 chômeurs dans les Pyrénées-Orientales, d'aller chercher des ouvriers espagnols pour faire les vendanges ou les abricots, il y a un problème. Il faut le dire qu'il y a un problème. Où ils sont ceux qui, toute la journée, touchent des indemnités sans rien faire? Ils pourraient faire les vendanges. Et il faut regarder les choses d'une manière très claire. Donc aujourd'hui, croyez-moi, pour Perpignan, c'est un enjeu. C'est aussi un enjeu. C'est un enjeu pour Perpignan, mais aussi c'est un enjeu pour une image qu'on pourrait donner, nous, à Perpignan, de ce qui peut se faire en France. Une image de gens qui disent la vérité, qui n'ont pas peur, qui vont aller au combat, mais qui ont une idée en tête, c'est comment on va faire de Perpignan une ville qui va s'inscrire dans la modernité. On ne pourra pas continuer ici avec le différentiel fondamental qu'il y a en Espagne. Les Espagnols nous dépasseront. Et ce projet pour Perpignan, c'est comment on va ancrer Perpignan dans la modernité. Parce que si on ancre Perpignan dans la modernité, si on réussit à se raccrocher à l'espace catalan, à l'espace barcelonais, je pense qu'il y a beaucoup d'avenir pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Et si je suis devant vous aujourd'hui, dans cette campagne électorale, qui est un combat pour tous, avec un Perpignan pour tous, c'est que je sais pouvoir avoir confiance en vous, et je sais que vous serez mes relais, et je sais qu'à la fin, on gagnera. Merci. Alors, si vous voulez, je considère que la situation du cumul des mandats est un des éléments qui a contribué à l'état de l'opinion qui considère aujourd'hui qu'à 92% les partis politiques ne servent à rien, qu'à 84% les hommes politiques ne travaillent que dans leur intérêt personnel, qu'à 66% ils sont corrompus. Et je peux vous dire, pour avoir travaillé toute ma vie très longtemps et très souvent, que quand on est maire d'une ville de Perpignan, on ne peut rien faire d'autre. Ou alors on ne fait pas le boulot. On paye des fonctionnaires qui le font en votre place. Parce que le cumul des mandats est une anomalie, et ce que l'on n'ose pas vous dire aussi, c'est que derrière, il y a quand même une hypocrisie considérable. Le socialiste, il est député, il est conseiller régional. Alors il faut savoir qu'il a signé, avant d'avoir l'investiture pour être député, il a signé une lettre à Martine Aubry où il s'engageait à démissionner de son mandat de conseiller régional. Il ne l'a pas fait. C'est les sous, hein. Ne dites pas que c'est autre chose. Quant à monsieur Alliot qui donne des leçons à tout le monde, lui c'est encore mieux, parce que lui, il est payé par le Parlement européen en assistant parlementaire de Madame Le Pen. J'aimerais savoir ce qu'il fait exactement. Ça fait quand même 5500 ou 6000 euros, hein, quand même, tous les déplacements payés. Et puis après, il a le Front National aussi qui lui prend en charge tous ses frais. Et il n'ose pas me répondre quand je lui dis est-ce qu'il vous paye aussi. C'est-à-dire que le parti du Front National qui fonctionne avec des subventions publiques, c'est-à-dire avec votre argent, le paye en totalité. Et c'est des gens comme ça qui viennent nous donner une leçon de morale à nous, ou des leçons d'honnêteté. Mais attendez, commencez à travailler. Et puis après, il y a l'anomalie extraordinaire. Ça s'appelle l'IRFM. Ça, c'est
indemnité représentative de frais de mandat. C'est le top. C'est le top. Ça, c'est un truc spécial. C'est les parlementaires français uniquement. On leur donne 5 500 € par mois. Ils ne payent pas d'impôt dessus, pas de cotisation sociale, et ils n'ont même pas justifié qu'est-ce qu'ils font avec. Même pas justifié ce qu'ils font avec. C'est-à-dire qu'un petit commerçant, un artisan qui encaisse 50 € sans le déclarer, on lui fait un contrôle fiscal, on le met en prison. Un salarié qui paie quelques dépenses, on peut lui dire « Ah monsieur, vous n'avez pas le droit de le faire ». Un chef d'entreprise qui est propriétaire d'une société à 100%, qui se fait rembourser un repas qu'il ne peut pas justifier, on le condamne pour abus de biens sociaux. Et ceux qui doivent donner l'exemple, la représentation parlementaire, ils prennent 60 000 € par an sans les justifier, sans payer les impôts. Le scandale, il est où? Il est là. Il est là. Mais il faut le dire. Moi, j'ai pris des positions très claires là-dessus. Je considère que l'IRFM doit être fiscalisé. Sauf s'il y a des justificatifs en face. S'il y a des justificatifs, moi ça ne me gêne pas, mais s'il n'y en a pas, ça doit être fiscalisé. C'est comme il y a une anomalie aussi du système politique français. En Angleterre, si vous êtes fonctionnaire, vous présentez à une élection, vous avez un an pour choisir. Au bout d'un an, vous devez choisir, soit vous gardez votre mandat, soit vous démissionnez définitivement de la fonction publique. Nous, on a une particularité, c'est vous rentrez en politique en étant instituteur, vous faites 3 mandats, vous êtes battu, vous sortez recteur. Il y a des... oui, mais c'est comme ça que ça se passe. Je vous cite un exemple qui s'est passé à Montpellier. Donc, je discutais avec Bruno Le Maire, qui est un garçon remarquable. Bruno Le Maire me racontait qu'il avait démissionné de la fonction. Il était NAR, il a été ministre de l'Agriculture. Il me racontait que comme il était conseiller diplomatique, il en a démissionné. Mais pendant qu'il a été élu député, il est toujours député, sa carrière continuait. Et il me disait, tu vois, si je suis battu, j'ai commencé conseiller diplomatique, mais si j'étais battu en 2017, si je n'avais pas démissionné, je suis ambassadeur hors classe. C'est-à-dire que ça continue. Et ça, c'est une anomalie. Parce que si vous êtes chef d'entreprise, commerçant, agriculteur, profession libérale, vous faites 2 mandats, vous n'avez plus de clients. Hein. C'est fini. Hein. Donc il y a aussi une anomalie dans le système qu'il faut modifier. Et c'est pour ça que je les attends avec impatience l'un et l'autre pour leur rappeler quand même ces éléments qui me paraissent nécessaires de rappeler et de répéter. D'autres questions? Oui. L'État vérifie notamment toutes les opérations de la collectivité et selon la qualité des comptes qui lui sont présentés, note. Et nous sommes 2 villes de plus de 100 000 habitants en France qui avons reçu la note de 19,5 sur 20 pour la qualité de la présentation de nos documents comptables. C'est à la fois une fierté et puis c'est une garantie pour vous qu'on ne raconte pas des histoires, parce que ça me permet de rebondir sur l'histoire qui est racontée, sur l'endettement. Oui. Alors, le Front National diffuse un tract où vous devez chacun 3 988 € par personne. Bon, je vous mets à l'aise, c'est faux. L'endettement de la ville, vous pouvez le voir sur le site de Bercy, il est de 1 928 €. Ce qu'on oublie de vous dire, c'est que face à la dette, il y a un actif. C'est-à-dire que, certes, il y a 1 928 € qu'on doit rembourser en 20 ans, hein, donc c'est pas un grand problème. Hein. Mais en face, vous avez un actif pour 7 500 €, ça, ce qui vous appartient définitivement. C'est pour ça que je dis, moi j'aimerais être toujours dans cette situation de quelqu'un qui doit 1 928 € qu'il peut rembourser en 1,10 ans, parce que la réalité, même si les emprunts sont plus longs, on peut les rembourser en 9,1 année, et je suis propriétaire de 7 500 €. C'est un faux débat, c'est un faux problème, c'est pas l'endettement qui compte, c'est la capacité à le rembourser.